toutes et à tous, nous sommes en direct du Festival de Cannes et sous la pluie. Je suis Alexia Demarie et je présente tous les matins de 10h à 11h les Cannes techniques organisées par la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Bruno Corsini, cofondateur de Plateau Virtuel, qui va nous parler de la mise en place de ce premier studio virtuel LED en France et va nous faire un retour d'expérience. Bonjour Bruno. Bonjour Alexia. Alors Bruno, pourriez-vous nous expliquer un peu la genèse de ce projet ? Alors, oui, je vais vous parler de ce premier studio virtuel qui est né de la rencontre avec un chef opérateur, Julien Lascar. On s'est rencontrés sur un clip de Yael Naïm et avec Yoann Bourgeois. Et tout de suite, on a plutôt sympathisé. On avait une passion commune, c'était la lumière. Et puis, on s'est dit que peut-être un jour, on arriverait à trouver un terrain d'entente et un terrain de jeu. Et puis, le Covid est passé par là. Donc, on était tous très confinés chez nous. Et Julien m'a appelé et il m'a demandé si on pouvait trouver un studio qui était équipé avec des écrans LED. Il voulait essayer un logiciel, donc Unreal Engine, sur un nouveau procédé, faire croire qu'on est en train de filmer des décors et en fait tout était virtuel. Donc moi j'ai contacté une entreprise, Novelty, via le directeur technique et un ami de longue date, parce que mon passé d'éclairagiste faisait que j'avais quand même une certaine expérience de la projection des écrans LED. Donc le groupe Novelty nous a mis à disposition un premier mur de LED qui était tout d'abord destiné à faire des conférences Zoom et du streaming. Donc ils nous ont dit venez chez nous, venez essayer votre logiciel. Ils ne savaient pas trop de quoi il en retournait. Donc on a commencé à faire quelques essais, à essayer de dompter un peu la bête, c'était un peu compliqué. Parce on était Julien et moi totalement novices en 3D, pour être tout à fait honnête. Donc il a acheté sur le Bon Coin un système de tracking de jeux vidéo. Il est venu avec sa caméra et puis on a commencé à filmer. On s'est dit qu'est-ce que ça va donner ? Notre but, c'était quand même que les gens ne pensent pas qu'on était en train de filmer un mur, donc de faire la meilleure intégration possible. Donc les premiers essais, c'était vraiment d'un point de vue artistique. On n'était pas du tout sur la technique. Donc on a téléchargé plusieurs décors 3D, on a mis en place, on a fait venir des danseurs, on a commencé à un petit peu tester les caméras, se demander un peu qu'est-ce qui pouvait marcher le mieux. Et c'était plutôt concluant. On s'est vite rendu compte que c'était un outil qui était assez agréable, assez malléable. Même si techniquement, on a eu au début beaucoup de soucis, parce que ça n'a pas marché tout de suite. Mais très très vite, on a posté sur Instagram quelques images et on a été contacté pour un premier clip, sans savoir que ça serait pour nous un studio qui deviendrait ce qui est devenu aujourd'hui. Et juste au niveau des défis techniques à l'époque, c'était plutôt du côté d'Unreal et de la création de... C'était du côté d'Unreal, c'était du côté du tracking, parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait. Il fallait qu'on traque la caméra dans l'espace, il fallait qu'on comprenne le pourquoi de la caméra, le système de tracking dans l'écran, pourquoi l'image bougeait, on ne comprenait pas trop. Et en fait, tout de suite dans la caméra, on se rendait compte qu'on avait quand même cette illusion du réel. Alors, les premiers essais étaient forcément très... on n'avait pas du tout l'impression de révolutionner quoi que ce soit, c'était plutôt un jouet. Mais très très vite, on a été contacté donc, par d'autres entreprises qui nous ont dit ça nous intéresse, on aimerait bien développer avec vous. Alors, les premiers qu'on coproduit avec nous un film, c'est la société Spline. Et tout de suite, ensuite, on a eu un clip qui s'est programmé sur le studio. Donc là, Novelty nous a permis de monter un studio LED dédié spécialement pour la production virtuelle. Donc l'écran était plus grand, c'est un écran de 9 mètres par 4,
avec un pitch assez intéressant. C'était à l'époque, toutes les sociétés de prestations, comme il n'y avait pas du tout de boulot, nous ont mis à disposition tout le matériel. On avait à disposition à la fois la lumière, à la fois les écrans LED. Et donc l'idée, c'était de démontrer tout de suite les possibilités, donc de produire un court-métrage qui nous permettrait à la fois de montrer les avantages de cet outil. Donc c'est pour ça qu'on a mis une voiture. Ensuite, on a commencé à mettre du vrai décor, des comédiens. Très vite, on a vu à la fois les avantages et les limites du système. Alors, c'était quand même très très intéressant, mais très intense. Hein. Ça nous a pris presque une semaine pour essayer de comprendre ce qu'on était en train de faire. Et toujours, notre souci majeur, c'était que ça soit le mieux intégré possible. Donc le défi aussi, c'était d'intégrer des équipes de tournage, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Enfin, Julien était très habitué à ça, mais nous qui venions du spectacle vivant, on n'avait pas encore vraiment les outils nécessaires. Donc il a fallu c'était un peu la rencontre des deux mondes, le monde des tournages et le monde de l'événementiel, avec notre aptitude à pouvoir gérer des écrans LED, et pour les tournages, leur aptitude à gérer une caméra et les éclairages qui vont avec. Donc très vite, on a eu un deuxième clip. Donc là, ce qui nous a donné aussi l'occasion de pouvoir tester des éléments de décor. Alors c'était dans une forêt. On a essayé en fait déjà dès le départ d'éclairer très très peu les scènes et d'utiliser au maximum la lumière qui venait des écrans LED. On avait un plafond, donc on a utilisé beaucoup le plafond. On avait aussi des écrans sur des roulettes qui nous permettaient de ramener un peu de la même lumière qui était diffusée dans les écrans derrière nous. Donc d'avoir une espèce de mood général, c'est d'être en immersion totale. Et ensuite, l'idée, c'était de pouvoir habituer les équipes, qui n'étaient pas du tout des équipes qui étaient dédiées au départ à faire des tournages. Donc c'est plutôt des équipes qui étaient là pour gérer la 3D et qui sont des gens qui venaient du mapping. Donc pas forcément du cinéma. Pas forcément du cinéma. Mais le cinéma aussi, c'est venu bien plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu quand même pas mal d'expériences au départ qui étaient beaucoup de clips et beaucoup de pubs. Et ensuite, on a eu la fiction est venue vers nous. Donc du coup, on s'est attelé à pouvoir accueillir la fiction dans des endroits beaucoup plus grands. Donc on a monté un mur qui est déjà beaucoup plus grand, qui fait 22 mètres. C'est le troisième studio. Donc ça a été notre troisième studio. Donc où là, on a commencé certaines expériences. Notamment le décor d'avant-plan qui était très important. Notre premier gros clip, on a amené 20 tonnes de sable devant l'écran, c'était quand même déjà une prouesse qui a fait assez peur aux gens qui nous accueillaient à l'époque. On était dans un hangar, on était à l'Anjumeau, donc pas du tout fait pour la production, mais qui était déjà bien pratique pour nous, puisqu'on a pu accueillir plein de productions différentes et surtout de pouvoir aménager tout un espace pour accueillir les équipes de tournage. On n'avait pas du tout ça en tête non plus. Et notre première fiction est arrivée, donc un long métrage avec de Rebecca Zlotowski, donc Les Enfants des Autres. Donc on a reçu un premier moodboard et ils nous ont demandé de pouvoir venir tourner chez nous toutes les scènes de voiture, dont une scène de voiture sous la pluie. Bon, alors c'est un peu le thème aujourd'hui. Ce qui était compliqué pour les équipes, c'était de tourner une scène sous la pluie sur le périph' à Paris. Donc, ce qui est techniquement est très très compliqué aujourd'hui, même qui met en danger les équipes, qui à l'époque pour Rebecca Zlotowski qui était enceinte, qui était très compliqué pour elle, forcément, parce qu'elle devait peut-être se cacher dans le coffre pour pouvoir diriger les acteurs. C'était pour eux un défi technique plutôt conséquent, et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont demandé de les accompagner sur ce projet. Et donc ça donne cette scène qui est assez parlante. Pour nous, c'était très important de pouvoir les accompagner sur ce projet, déjà de démontrer que ça fonctionnait.
qu'on pouvait aussi avoir de la pluie avec des écrans LED, ce qui n'était pas forcément très pratique au départ, parce que bon, l'eau et l'électricité, ce ne sont pas de bons amis. Donc là, sur cette séquence-là, en tout cas, le chef-op était assez curieux de cette techno. Donc on les accompagnait aussi sur la fabrication des plates. C'est-à-dire qu'on leur a donné quels axes ils pouvaient avoir, les reculs de la caméra, quelles optiques. À l'époque d'ailleurs, ils tournaient avec une Arri le film, donc toutes les plates ont été tournées avec une Arri. L'idée aussi, c'est d'avoir des interactions entre les personnages sur le plateau et l'écran LED. Donc, vous allez voir sur la fin du film, il va y avoir un choc. Donc, l'idée, c'était qu'on a mis un écran devant Virginie Efira pour qu'elle puisse se rendre compte à quel moment elle allait avoir un choc dans la voiture. Donc, pour les acteurs, c'est devenu quelque chose de plutôt confortable de pouvoir être dans un studio qui ne soit pas un fond vert, où ils peuvent tout de suite se trouver dans l'action du film, et en plus de profiter de toute la lumière des écrans pour avoir ce mood de réalité, quoi. C'est un peu notre... c'est vraiment notre axe de développement depuis le début avec le plateau, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de filmer un écran. Et justement, donc vous disiez tout à l'heure que les murs, que parfois vous utilisiez peu de lumière artificielle en plus du mur de LED. Alors avec le temps, je dois avouer que il y a quand même, on est dans un studio, donc on est obligé quand même de ramener de la lumière. On a fait un projet pour la Sagrada Familia, ça s'appelle le Défi de Gaudi, c'est un documentaire sur la vie de Gaudi quand il bossait sur la Sagrada Familia. Et alors, on a reproduit en 3D tout l'atelier de Gaudi. Alors, c'est un atelier qui a été détruit, donc on est parti d'images d'archives. Et les comédiens, du coup, pouvaient se trouver exactement dans l'atelier, avec un décor de premier plan où il y avait des objets sur lesquels Gaudi travaillait. Et en deuxième plan, l'atelier. Mais forcément, on est en studio, donc on doit quand même toujours ramener de la lumière. C'est pas non plus parce que souvent les gens pensent que ça y est, on est devant un écran LED et ça suffit. Notamment ici, on a un plafond LED qui nous sert à faire de l'intégration. C'est relativement pratique, mais on est quand même en studio. On est obligé de ramener de l'éclairage de toute façon pour faire des sources dures. La plupart du temps, les écrans LED, c'est un éclairage qui est très doux. Et dès qu'on veut une direction de lumière un peu appuyée, on est quand même obligé toujours de ramener du matériel. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des avantages aussi de cette technologie en termes de technique, de prise de vue Alors les avantages, forcément, c'est ce qu'on disait, on a quand même remplacé un tout petit peu le fond vert, alors, notamment sur les réflexions, sur le fait de pouvoir que les acteurs puissent retrouver dans l'espace. Sur la lumière en général, sur l'intégration, c'est quand même assez pratique pour le réalisateur et le chef-op de voir où il se trouve. Donc devant un écran qui est projeté, on a le décor qui est projeté, on peut se situer dans l'espace. C'est quand même assez pratique. Après, ça nécessite forcément une autre écriture. C'est-à-dire qu'il faut que le réalisateur et le chef-op soient bien au courant qu'on est dans un studio, qu'on n'est pas en train de concurrencer le réel. On ne remplacera pas le réel, mais on peut faciliter certaines situations qui pourraient être très compliquées à faire en extérieur. Un magic hour qu'on peut avoir pendant plusieurs jours. On n'est pas obligé de revenir au même endroit plusieurs fois sur des vrais lieux. Donc c'est quand même un avantage assez conséquent. Là, j'ai un petit film qui va vous présenter un peu tous les tournages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, on a changé de lieu maintenant. Alors, on a été dans un premier studio qui était dans un hangar. Ensuite, on a été dans un parc des expos qui était une espèce de transition.
Et maintenant, on est dans un vrai studio, au studio du Landy. Alors, je vais vous montrer un petit film qu'on a fait avec tous les tournages qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bravo. Donc, on va peut-être, au niveau des avantages, donc on l'a bien compris, les réflexions aussi, et puis, mais pas que, il y a des questions écologiques qui se posent en ce moment, qui sont assez importantes. Et d'ailleurs, dans le cadre des Cannes techniques, on va accueillir EcoProd qui va nous parler de tout ça, mais est-ce qu'on pourrait parler un peu des avantages que cela offre avec les Alors LED? la production virtuelle, et notamment dans les studios LED, on est au cœur d'un sujet majeur, quand même, forcément, qui est un sujet écologique. Les tournages se doivent d'être de plus en plus éco-responsables. Alors c'est vrai que donc les avantages de tourner en production virtuelle, c'est l'économie de transport, c'est-à-dire qu'on vient de faire une campagne pour Michelin, où on devait transporter 10 voitures dans 10 endroits différents dans le monde entier. Ils sont venus tourner chez nous et tous les décors étaient faits chez nous. Ça leur a coûté déjà 2 fois moins cher en transport. Et puis au niveau économie de carburant et éco-responsabilité, on était totalement dans le sujet. Donc ils n'ont pas dû transporter des équipes, du matériel. Et c'est le sujet majeur qui revient maintenant de plus en plus sur les productions. La rationalisation des jours de tournage, forcément, sur certains projets, on a pu tourner jusqu'à 4 ou 5 décors dans la même journée chez nous, donc avec un changement de décor d'avant-plan. Ce qui fait aussi une économie, donc moins de construction et moins de gaspillage. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est de l'extension de décor. C'est-à-dire que ce qui va se passer en 3D, on va juste faire un décor qui est très minimal la plupart du temps, même si le sol est toujours très important pour qu'on y croie et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est devant un écran LED. C'est toujours le même sujet. Ensuite, il y a quand même aussi l'équilibrage entre post-production et pré-production. C'est vrai que aujourd'hui, la post-production avec les écrans LED est moins importante. En revanche, c'est la pré-production qui reprend de l'importance. C'est-à-dire beaucoup plus de prépa, beaucoup plus de rencontres entre les réals, les chefs-op, avec les équipes de post-production qui maintenant viennent sur les tournages. Donc ça, c'est une petite révolution aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, les équipes de post-production agissaient après les tournages. Donc vous n'avez pas forcément d'intervention sur place. Maintenant, il y a des superviseurs VFX qui viennent sur les tournages. Donc ça reste un avantage aussi, puisqu'il y a des discussions qui peuvent se faire directement avec le réal et le chef-op. Donc là, plus de préparation, communication plus étroite. Et surtout, voilà, il y a un vrai échange avec les équipes graphiques. Alors ça change, le métier a changé forcément. Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup d'évolutions. Même si les outils restent des outils 3D, on va dire, classiques, mais qu'on doit intégrer dans Unreal Engine, donc qui reste un outil qui est très très évolutif. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle version qui est la 5.2, Unreal Engine 5.2, qui nous permet d'être beaucoup plus réaliste. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on nous reprochait au départ. On nous disait c'est un logiciel de jeu vidéo. Et à l'écran, souvent, on a l'impression d'être devant un jeu vidéo. Ce qui, dans la caméra, change beaucoup
quand même à travers l'œil de la caméra. Quand on est sur le tournage, on a toujours l'impression que c'est un peu fake. Là, avec les nouvelles évolutions, avec la photogrammétrie, avec le travail de la lumière, ce qui est très important, toujours pareil, c'est vraiment notre credo, c'est de travailler au maximum la lumière. Et en plus, maintenant, sur le choix des écrans LED, qui étaient au départ des choix surtout liés à l'événementiel. Hein. Les écrans LED n'ont jamais été faits pour être filmés au départ. Et maintenant, on travaille avec des écrans qui sont faits pour la production virtuelle. Oui, justement, donc ces écrans, ils évoluent assez rapidement. Vous avez fait l'acquisition de murs Sony. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les avantages de ces écrans-là? Alors, on a effectivement, depuis le mois de novembre, investi dans un mur de LED Sony, avec un pitch qui est beaucoup plus fin. C'est un pitch de 1.5, hein, c'est 1.5 mm entre chaque LED, donc ça reste très 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 précis. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir filmer avec pas mal de caméras, pas mal d'optiques. Avant, on avait toujours des recommandations. Les optiques, il ne fallait pas qu'elles soient trop sharp. Sinon, on allait voir la LED, on allait voir le décor. Maintenant, on peut filmer directement le mur. On n'a plus les problèmes qu'on a rencontrés avant. Et ensuite, c'est vrai qu'on a une vraie concordance des couleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a devant notre écran, quand on fait de la 3D ou même de la 2D, ce qu'on peut diffuser sur un écran d'ordinateur devant nous et les discussions qu'on peut avoir au préalable avec les clients, ben, on va la voir directement sur le grand écran. Le Sony, alors voilà, c'est un écran qui a été fait que pour la production virtuelle. La politique de Sony, c'était de développer un écran LED en accord avec leur caméra, donc la caméra Venice et Venice 2. Donc les points forts, en fait, tout se fait par l'avant. On peut évidemment réparer cet écran. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de problème parce qu'il est, il est tout neuf et surtout il est très efficace et c'est un mur qui est d'une grande qualité. Hein. Nous, on a beaucoup de retours sur les prods. Il est silencieux, il n'y a pas de ventilateur, il y a moins de chaleur aussi qui est diffusée sur l'avant. Et l'installation est plutôt facile. Alors, l'installation facile, c'est on a mis quand même 15 jours pour l'installer. C'est pas vraiment un écran qui se monte et qui se démonte. Oui, là, c'est dans votre studio qui est dans fixe. Notre studio, il est en fixe. Maintenant, on est là, on est au studio du Landy à Saint-Denis pour 2 ans minimum. Voilà. Bon, pour l'instant, on a beaucoup de production, donc on est très content et je pense qu'on va rester beaucoup plus longtemps sur place. Alors, ce que préconise Sony, c'est donc qu'on peut être assez proche d'un mur, donc on va avoir assez peu de recul entre le mur, un mur physique et le mur qui est devant. Nous, on a la chance d'avoir installé un mur courbe, donc on a un accès sur l'arrière, sur toute la surface. Alors le gros avantage de cet écran, c'est qu'on a la capacité de filmer les mouvements, c'est-à-dire que auparavant, les écrans LED, à partir du moment où on était un peu sur le côté, on avait des artefacts, des aberrations chromatiques, puisque la LED ne diffuse pas forcément de la même manière d'un côté ou de l'autre. C'était vraiment le gros inconvénient. Ah ouais, c'était le gros inconvénient. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on faisait des murs courbes. Parce que les premiers studios qu'on voyait étaient des murs d'angle et les écrans s'auto-éclairaient et en plus on avait des aberrations chromatiques. C'est-à-dire que suivant comment on regardait l'écran, on avait plus ou moins du rouge ou du vert ou du bleu. Aujourd'hui, avec cet écran, on peut être très proche de l'écran et très latéral et on a encore l'image qui est totalement intelligible. Alors le moiré, donc ça évidemment c'est le nerf de la guerre. Là on a beaucoup moins de problèmes de moiré, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment, qu'on fasse le point sur l'écran, qu'on le fasse exprès. On a une marge de manœuvre qui est maintenant très large. On peut être très proche de l'écran, faire le point un petit peu avant pour éviter ces problèmes de moiré. Mais très sincèrement, avant on était très à cheval là-dessus, on était toujours sur le dos des assistants cam, on leur disait attention sur le moiré. Maintenant on fait même plus attention, ils le voient tout de suite et de toute façon le pitch il fait pour beaucoup. Alors, les phénomènes de ligne aussi foncées. Alors là maintenant on est sur des écrans qui diffusent à grande vitesse et en plus on a tout un système de Genlock qui nous permet de synchroniser la caméra avec l'écran, avec les ordinateurs. Donc on n'a plus de problème de ligne qu'on en a pu avoir.
et d'images fantômes aussi. C'est-à-dire maintenant, comme tout est synchronisé, en fait, ce qu'on filme, c'est ce qu'on enregistre. On n'a plus même sur les dégradés. Alors, les noirs aussi sont très très profonds. La dalle a été traitée de manière à ce qu'elle absorbe le maximum de lumière. Donc on a des noirs qui sont vraiment très profonds. Dans le noir, la LED est totalement éteinte, ce qui n'était pas le cas avant. On avait toujours du scintillement. Donc ensuite, Sony nous a fourni un processeur qui est vraiment basé sur la correspondance entre les caméras et l'écran, ce qui nous permet de pouvoir régler les shutters selon les fréquences qu'on utilise, 24, 25, 50. Pareil, on peut régler l'angle de l'obturateur. Le logiciel, ils l'ont développé pour nous. C'est-à-dire qu'on a un vrai partenariat avec Sony. Quand on a des problèmes sur le logiciel, qu'on aimerait avoir certaines options, ils les développent, ils nous envoient tout de suite de nouvelles applications. Oui, au final, c'est tout le workflow qui est prévu pour le mur LED et Exactement. Du coup, ça permet d'avoir plus de... Donc le mur a été fait pour les Venice 1, Venice 2, et ce qui nous donne donc une cohérence des espaces couleurs. Ce qui est hyper important. Le dernier tournage qu'on a fait, le chef op est venu nous voir, il nous a dit c'est incroyable, en fait ce que je vois à l'image, même à l'œil nu, je l'ai dans la caméra et je l'ai sur mon moniteur, et ce qui change totalement la donne. Nos écrans auparavant, c'était pas du tout fait de cette manière-là, et souvent les couleurs elles sont complètement aberrantes sur l'écran. On est obligé de beaucoup travailler en post-prod, et beaucoup de travail après, d'étalonnage. Là, maintenant, on est vraiment sur un mood très linéaire. Et avec les autres caméras que la Venice alors, on a eu beaucoup... Venice 1, Venice 2, c'est ce qui est majoritairement aujourd'hui. On a eu aussi des Alexa 35, les dernières Alexa, ça a très très bien passé. Des mini LF. On a eu des raids au début, mais on n'en a plus trop. Et les optiques, c'est pareil. Maintenant, on a un large panel d'optiques qui fonctionne avec le mur. Et est-ce qu'on va pouvoir faire des ralentis ? Alors, on va pouvoir faire ralentir. Aujourd'hui, nous, on peut assurer du 50 fps, ce qui est assez pratique, puisque c'est de la demande beaucoup. Alors, on nous demande beaucoup ça en pub. Et notre but, c'est de pouvoir aller un peu au-delà, c'est-à-dire de faire du 100 fps. Ça, c'est encore en développement chez nous. Le mur, lui, il est capable de diffuser en 100 fps. Les ordinateurs sont capables de diffuser en 100 fps. Donc toute la chaîne est prête. Maintenant, quand on fait de la 3D aujourd'hui, comme c'est de la 3D temps réel, on doit calculer les images en temps réel, c'est-à-dire le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est 50 fps. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir des scènes qui sont très, 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 très optimisées pour pouvoir y arriver. 100 fps, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que ça va être tout un problème de calcul graphique. Il va falloir qu'on soit sur des systèmes qui soient très, très, très performants. Et on n'y est pas encore. Là, on va changer encore toutes nos cartes graphiques, parce que ça, c'est en évolution permanente, pour pouvoir atteindre un petit peu ce but-là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de système non plus qui nous permettrait de synchroniser la caméra avec les écrans. Il n'y a pas de Genlock qui existe en 100 fps. Donc ça reste encore quelque chose de plutôt expérimental, quoi. Et est-ce qu'on peut parler un peu du couplage mur LED fond vert ? Est-ce que c'est possible et dans quelle mesure justement, sur le 100 fps, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, nous, c'est qu'on arrive à diffuser en 100 fps, on arrive à diffuser une image sur deux. Une image serait la 3D et une image serait du fond vert. Justement pour pouvoir à la fois tourner des images en 3D avec le fond LED, et ensuite on peut donner aux post-producteurs, aux étalonneurs, une image sur deux serait du fond vert. Donc ils pourraient réincruster, refaire la 3D. Donc ça, c'est un process aussi qu'on est en train de mettre en place. On n'a jamais eu de demande pour l'instant. C'est pareil, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a beau l'expliquer au prod, vous avez la possibilité peut-être de tourner à la fois sur le fond LED et à la fois sur un fond vert. On n'a pas encore eu le cas, ça ne s'est pas encore présenté. Ce qu'on appelle aujourd'hui le ghost frame en réalité.
Alors, j'ai parlé du ralenti. Alors le Ghost Frame qui est une technologie qui est déjà existante, hein, mais ça nécessite quand même de mettre en place toute une technologie qui fait qu'on doit à chaque fois multiplier le nombre de serveurs. Aujourd'hui, nous, on peut le faire avec juste nos serveurs. On peut faire 2 images, donc une image en 3D et une image fond vert. Si on doit aller faire beaucoup plus d'images, il faut qu'on multiplie le nombre de serveurs. Donc c'est une technologie qui est encore expérimentale et surtout, on n'a jamais eu vraiment la demande pour le faire. Oui, ça évolue peut-être plus rapidement que l'évolution des murs, le changement que vous devez faire. Les murs, ils sont déjà prêts à diffuser. Parce que les murs, ça tourne à une vitesse très très rapide. Hein, ça tourne à 2000 Hz. Donc les murs, c'est pas encore le problème. Et est-ce qu'on peut voir un petit peu à quelles nouvelles évolutions on peut s'attendre dans un futur plus ou moins proche? Alors, pour nous, et ça on l'a vu hier, on a assisté justement à une conférence, le futur, ça va être les assets 3D, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour fabriquer les décors 3D, on a toute une chaîne de fabrication, on a des artistes 3D, on a des techniciens 3D qui sont spécialisés maintenant dans la production virtuelle. Parce que le moteur de jeu Unreal Engine, pour ceux qui font du jeu vidéo, c'est pas forcément les mêmes qui vont construire les décors pour faire de la production virtuelle. Ce qui vient et qui arrive à grands pas, c'est la fabrication des décors 3D avec l'intelligence artificielle, du même mode qu'on peut le faire sur ChatGPT. On va pouvoir demander à un ordinateur de pouvoir nous poser une montagne, un décor, je veux un désert, tout ça c'est déjà possible, on peut le faire sur une image 2D simple, mais je pense que le futur ça va être ça va être vraiment l'intelligence artificielle au service de la production virtuelle. Et il faut, on l'aura compris, faire un vrai travail pédagogique sur ce que peut offrir les murs virtuels. Ouais, alors ça, c'est notre... c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire on manque de personnel dans la production virtuelle. Aujourd'hui, les profils qu'on a chez nous sont des gens qui sont à la fois des modélisateurs 3D, des artistes 3D. Ils savent utiliser Unreal, ils connaissent tous les aspects de réseau entre les ordinateurs. Il faut qu'ils connaissent les systèmes de tracking. Il faut qu'ils sachent manipuler des images 2D aussi. On diffuse pas que de la 3D dans les écrans, on diffuse aussi de la 2D. Donc on a des outils comme des médias serveurs qui nous permettent de diffuser sur notre écran. L'écran Sony qu'on a aujourd'hui, il est découpé en 6 ordinateurs. C'est pas juste une image. Donc il faut pouvoir comprendre comment synchroniser tous ces ordinateurs, comment diffuser une image sur cet écran qui a une grande définition. Hein. Le nouvel écran, il fait presque 11 000 pixels par 3240. Ce qui fait que pour l'instant, il y a très peu d'images qui existent, qui peuvent être diffusées dans cette définition-là. Donc ça veut dire accompagner aussi les productions, leur expliquer qu'ils ne peuvent pas venir avec une image HD et se dire que ça va être diffusé sur un écran qui est aussi bien défini. Donc c'est tout l'accompagnement autour des projets. Donc ça, c'est un peu ce que nous, on préconise tout de suite sur les productions. On les accompagne du début à la fin, à la fois sur la fabrication des images. On a aussi des gens qui savent faire des images 2D et 3D. Et à la fois sur les moyens de tournage, sur le set, c'est-à-dire quel type de caméra, quel type de machinerie ils peuvent ramener chez nous, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir synchroniser la caméra, pour que tout le monde soit, au moment du tournage, prêt à agir. D'ailleurs, on aura le plaisir d'accueillir Quentin Jorquera pour les dernières Cannes techniques, qui va nous parler de l'évolution des métiers. Donc ça complétera bien la discussion que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Je crois que vous avez présenté un workshop avec Sony le 6 juin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Alors, c'est une expérience qu'on a déjà faite le 16 février. Qui était hyper intéressante. On a proposé à des gens de venir assister à une journée de tournage type.
C'est-à-dire qu'on a mis en scène un décor réel avec un décor 3D. On leur a montré comment, alors c'est Julien Lascar qui anime ce workshop, on leur a montré comment on disposait des éclairages, comment on éclairait le premier plan et comment on rééclairait la 3D. Donc il y a tous ces allers-retours qui sont faits en live. On est en train de diriger la machinerie de la grue, on est en train de diriger l'acteur. Donc tout ça se fait en live et on explique au fur et à mesure les technologies qui sont développées, comment on utilise le tracking, comment on utilise la caméra, quelle optique. On fait vraiment, les gens assistent à une vraie journée de tournage, comment le chef-op doit travailler la 3D. Donc alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a 2 sessions. On a une session le matin, une session l'après-midi. Et on a beaucoup de retours sur ce premier workshop. On avait beaucoup de retours. Les gens nous ont dit on a enfin compris les tenants et les aboutissants de la production virtuelle, parce que tout ça est toujours très virtuel, flou, très flou. Là, c'était assez concret. Et on refait cette expérience le 6 juin. Et je pense qu'on va en faire plusieurs dans l'année. Encore. Bon, merci Bruno. Le temps file. On va passer aux questions du public et des questions live aussi, puisqu'on est diffusé en live sur Internet. Oui, on a une question dans le public. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations avec le chef décorateur, et notamment en termes de maîtrise artistique, vis-à-vis, je pense au fond vert, où là le chef déco, il intervient plus difficilement. Alors le chef déco, c'est comme le réalisateur et le chef-op, c'est des gens qu'on rencontre bien en amont. Alors évidemment, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont parlés avant. Les chefs décorateurs qui sont venus sur nos sets avaient bien préparé quand même leur sujet. Il y en a certains qui viennent régulièrement maintenant. On a quand même des gens qui commencent à être habitués à la production virtuelle. Mais ça reste quand même un travail de studio, c'est-à-dire que les gens viennent avec du sable, avec des faux rochers, avec du mobilier. On a eu à peu près tous les éléments sur le plateau, de l'eau, on a eu de la terre. Donc c'est un travail qui est assez intéressant, puisque la plupart du temps, en plus, on peut récupérer certains éléments réels, les modéliser et les réintégrer dans la 3D pour que nous, on ne se rende pas vraiment compte, notre cerveau ne fasse pas trop la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. C'est assez fluide. D'ailleurs, ce qu'on nous a reproché au départ, on nous a dit ça y est, c'est fini, les chefs déco n'auront plus de travail, vous allez tout faire en 3D. Mais pas du tout, au contraire, il y a une vraie interaction maintenant. Et les décorateurs sont plutôt intéressés de venir chez nous. Alors, on a une question en ligne. Jean-René Fayot qui nous demande, une caméra 4K pourrait-elle être une option intéressante pour faire les fonds LED? Alors, une caméra 4K, c'est quoi? C'est pour 8K, pardon. Ah, 8K. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est pour mettre des plates ou filmer devant. Enfin, c'est ça le... Alors, pour faire les fonds LED, alors je ne sais pas si il peut y avoir pour filmer. Une précision. Pour le fond, en fait, on a besoin d'avoir des films plutôt définis, nous, sur notre mur maintenant. On utilise. Ce sont des pelures. Les pelures. Là, on a créé une espèce de partenariat avec Frames Dealer. Donc, ils nous ont fourni des plates 11K, des plates 8K, des plates 6K. Aujourd'hui, on est un peu limité par la capacité graphique, parce que dès qu'on arrive sur du 11K, il faut que tous les ordinateurs puissent la lire aussi. Donc ça reste quand même quelque chose de plutôt... alors on a mis en place plein d'outils qui nous permettent d'alléger un petit peu la lecture de ce genre de médias. Mais oui, du 8K, oui, bien sûr, ça, au contraire, plus on est défini, mieux c'est. Bien sûr. On a une question dans le public, 2 questions dans le public. Oui. Vous disiez pouvoir diffuser du coup un fond vert
Est-ce que vous avez des problèmes de spill, du coup, de retour, parce que ça projette donc sur Alors, évidemment qu'on a des... Ben oui, Ouais. en fait, parce qu'on va éclairer en vert, l'écran LED, c'est ultra lumineux, donc oui, de toute façon. Ouais. Ok, donc ouais. Et deuxième question, c'est le tarif d'une journée de location. Alors, Rémi qui est devant, c'est lui qui s'occupe de la provision commerciale, donc je vous invite à aller lui parler après, parce que je ne parle jamais d'argent. Merci. On a un micro qui circule, il y a encore des questions dans le public. Bonjour. Moi, Bonjour. Je me questionne, je suis Roxane Fechner, VFX superviseur et productrice, sur l'histoire du ghost frame Oui. dont tu parlais. Ça n'implique pas un problème de flicking à l'image, d'avoir une image sur deux du fond vert qui on a fait des flash. essais parce qu'on s'est dit ça va être insupportable. On va avoir du strobe, tout va strober, ça va être horrible. Et en fait, pas du tout, puisque ça diffuse à une vitesse qui est très très rapide. Donc on va voir les deux images qui vont se superposer. Notre œil ne va pas en souffrir en réalité. Ce qui va à nous, quand on va regarder ça, on va avoir un mélange entre la 3D et le fond vert. Ce qui, alors attention, ça va pas strober quoi. Nous, on s'est vraiment posé des questions. En revanche, dans la caméra, on va pouvoir séparer la 3D et le fond vert. Ça va être une image sur deux. Voilà. Mais ça diffuse quand même à 100 fps. Hein. À 100 fps, c'est énorme. Ça va très très vite, quoi. Ça ne serait pas le cas si on était en 25 fps. Là, on commencerait à avoir quelque chose qui strobe à l'œil. On a une question derrière. Oui, bonjour. Sur la partie post-production, vous avez parlé de ce moment, de la partie de post-prod, bien en amont. C'est-à-dire à quel moment exactement ? C'est bien avant le tournage, c'est-à-dire que comme on va être obligé de créer les décors en amont, il va falloir quand même qu'on ait une discussion avec tout le monde. C'est-à-dire que le fond vert, la plupart du temps, il y a des techniques de prévise, on peut voir ce que ça donne sur le set, mais on a encore la possibilité de refaire les choses après. Et souvent, la fameuse phrase « on verra ça en post-prod », là, en fait, on ne verra pas ça en post-prod. En vrai, on va le voir avant pour que, pendant le tournage, on ait presque plus de post-prod. Il y en a toujours. Je ne peux pas vous dire que c'est une solution miracle, mais ça devient de la prépa, quoi. Ce qui est très compliqué aussi dans les prods, c'est de l'intégrer, même dans les budgets. Parce que souvent, ce sont des budgets qui sont séparés. Il y a le tournage et il y a la post-prod. En fait, ce budget-là, il faudrait qu'il passe un petit peu avant quand même. Ça, c'est les habitudes de production. Ce qui n'est pas toujours dans le mood, quoi. Et d'ailleurs, au niveau des projets, donc les murs de LED, ça est vraiment... on en a beaucoup entendu parler suite à The Mandalorian. Oui. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de films d'auteur, de films qui n'ont pas recours à des VFX très importantes. Vous, dans quelle mesure, en termes de projet, qu'est-ce que vous apercevez en termes d'évolution qui est intéressé par cette technologie? Alors, aujourd'hui, la fiction, ce qui se fait principalement en France, c'est quand même beaucoup de scènes de voiture. Parce que c'est assez pratique, on n'est pas sur un fond vert, on a toutes les transparences, on a toutes les réflexions sur la voiture. Donc ça reste quand même de la 2D. Souvent, on va filmer des pelures et on va mettre une voiture devant les écrans LED et on va s'en servir. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui se fait principalement. Ensuite, là, on a bossé sur un film qui est diffusé sur Amazon, qui s'appelle Awa, où on a une séquence full 3D avec Thomas Pesquet. Ça, ce sont des choses qui vont venir petit à petit. On va voir, mais c'est pas encore dans les habitudes de travail. C'est pour ça qu'on a besoin de faire de la pédagogie. Et attention, on le dit, on n'est pas là pour remplacer le réel. Mais il y a quand même certaines situations qui sont beaucoup plus pratiques de le faire devant un écran LED plutôt que de changer d'endroit plein de fois. Mais voilà, moi je peux comprendre que sur certains films d'auteur, on n'est vraiment pas besoin de faire ça devant un écran LED. Hein. C'est vrai qu'on remplacera jamais le réel.
On a une dernière question dans le public. Oui, à nouveau. Par rapport au tournage justement sur le périphérique, il y avait des conditions humides. Oui. Voilà, par rapport au mur LED, qu'est-ce qu'il en était? Et... Bon, on avait pris une certaine distance, on n'était pas forcément collé au mur LED. D'accord. On avait créé un bac donc, de récupération d'eau. Et puis, ben voilà, en fait, un monsieur avec une rampe de pluie, et puis voilà, c'était parti, quoi. On avait des axes différents, on n'était pas forcément, la voiture n'est pas forcément sous l'eau totalement. On peut être que sur le pare-brise ou que sur une vitre. Voilà, on était quand même sur des axes bien précis. C'était bien écrit. Ils avaient bien réfléchi au process. Pour ce film-là, en tout cas, pour les enfants des autres, on a eu toutes les scènes de nuit, toutes les scènes sous la pluie, quelques scènes de jour. Donc on a vraiment fait toutes les scènes de voiture et ça a duré une journée. Ce qui était pour eux hyper pratique. Ce qui n'était pas du tout le cas s'ils avaient dû faire ça sur plusieurs jours. Après, ils ont pris du temps pour faire les pelures. Ça reste quand même toujours le... Mais ces plaques-là ne sont pas encore immersives, ou en tout cas les écrans LED, tolérables. ça n'aime pas trop l'eau, quoi. Certaines se développent, si, pour être. Mais tout se développe. Mais bien sûr, tout va se développer toujours. Mais oui, non, mais tant mieux. Mais là, nos écrans Sony, qui coûtent extrêmement cher, très très cher, ça non, on va pas mettre de l'eau dessus. Non, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par de vos investisseurs. Et ça sera du coup le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'être venus et nous écouter. Beaucoup. Merci à Bruno pour sa présence. Et nous nous retrouvons demain. On parlera du second prix EcoProd avec Alissa Aubank. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Merci.